Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, accompagnée de Manu. Et justement, Manu, on va un petit peu le passer au grill aujourd'hui, puisqu'il est prof de PS et que dans cette vidéo, justement, on va un petit peu aborder les idées reçues sur les cours de PS, les expériences ou les souvenirs que vous m'avez partagés d'ailleurs. Alors, avant d'aller plus loin, je me présente, je suis Amandine, coach sportif diplômée d'État, passionnée aujourd'hui par le sport santé, l'activité physique et c'est ce que j'essaie de transmettre au mieux, notamment au travers de mes réseaux sociaux, mais les cours de PS et le sport en général, c'était vraiment pas ma tasse de thé pendant mon enfance, pendant mon adolescence et je peux clairement dire d'ailleurs que j'étais complètement dégoûtée du sport après être passée par la case EPS. Donc, justement, je trouvais ça intéressant d'échanger aujourd'hui avec Manu parce que je sais que je ne suis pas la seule. D'ailleurs, je vous ai demandé de me partager vos souvenirs, vos témoignages qui vont s'afficher tout au long de la vidéo et je les ai justement regroupés en 4 grandes thématiques que Manu va piocher par ici. Alors attention, il y en a qui sont un petit peu piquantes, j'espère que tu es prêt Manu. Ça ira. Ouais, ça ira. Bah justement, Manu, je pense que c'est le moment pour toi de te présenter. Oui. Donc, je m'appelle Manu, je suis effectivement prof de PS depuis une vingtaine d'années en banlieue parisienne. Et depuis 4 ans et demi, j'ai également ouvert ce club de sport de CrossFit à Montesson pour aller un petit peu dans la continuité de ce que je peux faire en EPS. Voilà, en EPS, je suis plus sur la cible ado, de 11 à 15 ans. Et puis ici, j'ai un grand public adulte, même si effectivement les enfants s'entraînent aussi dès 4 ans à la salle. J'ai cette double casquette. Et voilà, donc en ayant échangé avec toi, je me suis rendu compte un petit peu de tous les a priori que je vis aussi au quotidien. Je le vois, mes jeunes à l'école, c'est pas toujours simple. Ils ont certains blocages et qui malheureusement parfois durent jusqu'à l'âge adulte et qui les empêchent de faire ce pourquoi ils sont nés, c'est-à-dire bouger et se faire plaisir par le mouvement. Voilà. Donc on va essayer de répondre un petit peu à toutes les interrogations et puis aussi à toutes les choses qui ont fait que certains ont eu un blocage. Ouais, parce que, et ça c'est vraiment important, les cours de PS pour beaucoup de personnes, c'est à la fois la première introduction au sport, à l'activité physique, des enfants, des adolescents, et parfois même la seule. Et quand il y a un décrochage ou quand on loupe le coche, c'est un petit peu dommage parce que ça donne après des adultes qui en pâtissent au quotidien parce que ce manque d'activité physique il nuit complètement à la santé. Et puis, qui en plus de par leur vécu et ce décrochage qu'ils ont vécu, peuvent aussi transmettre ça à leurs enfants. Ça s'entend très souvent, effectivement, certains jeunes que je vois bloqués et quelque part ils subissent le PS et ils subissent après les remarques qu'on peut leur faire ou les notes qui malheureusement parfois ils reçoivent et ils le justifient facilement par dire de toute façon mes parents ils sont pas sportifs et je le suis pas du coup et on sait que du coup ça n'a aucun impact voilà, pour eux, même si on leur met 0 en EPS éventuellement ça leur fera ni chaud ni froid parce que c'est un peu comme un héritage parental. Ouais, mes parents n'aiment pas le sport, donc moi j'aime pas le sport, et puis de toute façon je suis nulle au sport, etc. Bref, ça c'est des choses qu'on va décortiquer. Là, on a des petits sujets sensibles que Manu va piocher et qui justement, que j'ai essayé donc de regrouper en fonction de ce que vous avez partagé avec moi. Donc Manu, j'espère que tu es prêt à passer à la moulinette. Alors, premier thème. Attention. Les profs de PS ne font pas de sport. Voilà. Alors, ça c'est un truc qui est énormément revenu, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur l'écran. Donc moi j'ai sélectionné un des messages qu'on m'a envoyé, qui est d'ailleurs assez drôle pour le coup. C'est Léa qui nous dit « Mon prof de PS s'appelle Monsieur Glandier et porte bien son nom. Il passe son cours assis sur une chaise en nous regardant en mangeant. » Voilà. D'accord. Alors, les profs de PS ne font pas de sport. Effectivement, en général, lors des cours de PS, le prof n'est pas censé faire sport avec les jeunes parce que sinon, il quitte son poste, on va dire, d'enseignement et il passe en poste de pratiquant. Et effectivement, d'expérience propre à moi-même et puis voilà, de ce qu'on nous enseigne, on ne peut pas être et
on va dire, entraîneur et entraîné. Voilà, donc effectivement, si on se met à faire du sport avec les élèves, eh ben, on est moins performant en termes de régulation avec les élèves, etc. Alors moi, ça m'est déjà arrivé d'en faire de temps en temps, quand on fait du demi-fond, voilà, le parcours est simple. Parfois, je me mets un peu à courir et plutôt avec les moins rapides pour justement essayer de leur donner un petit peu d'énergie, etc., les motiver. Parfois, ça m'arrive de jouer un petit peu au foot avec certains élèves lorsqu'on fait un match de foot comme ça, de façon un petit peu avant les vacances, etc., juste pour le fun. Mais sinon, au quotidien, non, je garde ma place d'enseignant et je fais. Après, ça n'empêche pas que la plupart des professeurs de PS que je connais font du sport à l'extérieur. Quel que soit le sport, ils ont chacun leur petite spécialité et voilà. Mais voilà, moi, la preuve, je fais du crossfit, même si j'en fais pas autant que j'aimerais. La plupart, voilà, en tout cas, c'est peut-être le cliché un petit peu des profs de PS avec un petit peu bedonnant ou je ne sais pas. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, il y en a. Certainement, mais ça n'est pas monnaie courante quand même, et heureusement. Mais c'est hyper important que tu nous partages ça, parce que oui, Manu, en plus d'être prof de PS, est un athlète. Finalement, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que l'image qu'on en garde quand on suit les cours des PS, c'est effectivement le prof qui ne suit pas les cours de PS, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé longtemps en coaching aussi. Si on veut être compétent dans notre statut de coach, on ne peut pas être dans l'entraînement, dans la performance, et parfois j'ai même vu des coachs faire ça dans la compétition avec leurs élèves, ce qui est pas forcément, ce qui peut être très contre-productif, voire même dangereux quand il y a des compétitions. Ça fera plaisir à quelques-uns, un petit peu compétiteurs, de se mesurer au prof ou au coach ou à l'enseignant, mais effectivement par rapport à un certain nombre d'élèves qui ont déjà du mal à se mettre en activité, peut-être qu'ils se sentent un petit peu moins bien, moins bons que les autres. Là, il va se retrouver encore face à un prof qui forcément va peut-être être meilleur que lui et ça va plutôt être contre-productif. Tout comme en CrossFit, moi les coachs qui travaillent ici, ils savent que voilà, vous ne vous entraînez pas avec les adhérents parce qu'effectivement, il faut garder cet œil extérieur en termes de sécurité, en termes de régulation des exercices, de l'effort et qu'on ne peut pas faire, voilà, moi, à toutes les séances, les élèves me disent « Ah, monsieur, faites avec nous ». Je ne fais pas. Je vous dis, à part ponctuellement pour leur faire plaisir, mais sinon, effectivement, j'essaie de leur faire comprendre que voilà, quand on va dans un club de foot, l'entraîneur de foot, il est à sa place d'entraîneur, il ne va pas taper la balle avec vous, parce que sinon, comment il fait pour vous gérer et vous faire progresser. Donc ça, c'est hyper important de bien séparer ces deux casquettes. Moi, en tant que pratiquant de CrossFit, j'ai déjà été dans des salles où effectivement le coach avait l'habitude de s'entraîner très régulièrement. Forcément, il se mettait souvent en compétition avec les meilleurs du groupe et puis ceux qui avaient besoin d'aide, de régulation, d'adaptation, ils étaient un peu noyés et parfois il y a certains quittaient la salle parce qu'ils ne se sentaient plus assez bien coachés. Donc voilà, chacun son rôle et chaque temps, voilà, il y a le temps pour s'entraîner, le temps pour enseigner et c'est super important. Ouais, donc pour conclure, et c'est vrai que c'est peut-être un souvenir qu'on a pu en garder, tous les profs de PS, ou en tout cas, ça n'est pas parce que le prof de PS n'est pas en train de cavaler avec les élèves que ce prof va être automatiquement un monsieur glandier. Et bien heureusement. Non, heureusement. Voilà. Bon, deuxième sujet. Deuxième sujet. C'est parti. Alors, les profs sont dévalorisants et sexistes. Ouais, alors là on est sur un sujet sensible et je vous avoue que même moi, les mauvais souvenirs cuisants que j'ai de mes cours de PS ne viennent pas de ce genre de problème. En tout cas, en tant que fille, c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement ressenti et par contre, c'est les retours que j'ai le plus reçus, que vous voyez s'afficher là pendant que je suis en train de vous parler. Alors justement, je vais en citer un. Et alors, gratiné et sexisme, attention, ça n'est pas d'un prof masculin à une élève féminine, ça peut tout à fait être d'une prof femme aussi. Et là, j'ai cet exemple de Titi Granel qui nous dit « Ma prof de sport en 5e en acro-gym » qui lui dit « T'es bien souple pour une petite enrobée ». Voilà, on est bien au niveau de l'estime et de l'image de soi. Donc, Manu, qu'as-tu à répondre à ça? Alors, ce genre de remarques, etc., en termes effectivement de dévalorisation ou de sexisme, là pour le coup, ça n'a rien à voir, je pense, avec la profession de PS. C'est plus un problème de matière, c'est un problème de personne. Si un adulte n'est pas, on va dire, au courant de l'impact des mots qu'il peut avoir sur un enfant
ou même sur un adulte, c'est que malheureusement, une partie de son éducation, je pense, a été un petit peu ratée. Parce que nos parents nous enseignent quand même à ne pas dévaloriser les autres, en tout cas d'une manière générale, j'espère que les parents le font. Et en tant que prof de PS, d'accord, en tout cas avec la formation qu'on peut avoir, hein, et moi la mienne elle remonte à une vingtaine d'années maintenant, voilà, au-delà de faire du sport en STAPS, effectivement, on aborde tout ce qui est psychologie, sociologie, etc. Et ces grands thèmes, effectivement, de ce que l'on peut dire à une personne, c'est très important. Voilà, donc on ne peut pas, on va dire, avoir des propos dévalorisants sur le physique de quelqu'un ou sur le niveau sportif de quelqu'un ou sur l'aptitude à savoir faire ou ne pas faire quelque chose. Voilà, c'est vraiment important de toujours être positif. C'est-à-dire que même si on a une remarque, je ne vais pas dire négative, mais en tout cas s'il y a un point de performance à améliorer ou un point vraiment où l'élève doit faire un effort, il ne faut pas l'aborder en disant voilà, tu ne sais pas faire ça, ou alors ça c'est pas bon, ou tu es nul, encore pire. D'accord, on sait, il y a des études qui ont montré qu'effectivement on peut, si on dit à des enfants qui sont nuls, ils finissent par être nuls. C'est comme ça, c'est le principe même. Tout comme on peut donner, il y a des études où on donnait des classes à des enseignants et avant que l'enseignant prenait la classe, on leur disait cette classe-là, vous verrez, ils ne sont pas bons. Et effectivement, l'enseignant, inconsciemment, orientait son enseignement comme si effectivement les gens n'étaient pas bons. Et en termes d'évaluation, les notes étaient aussi orientées dans ce sens-là. Ouais. Et à l'inverse, on pouvait leur donner le même groupe en leur disant ce groupe-là, vous allez voir, il est fort, il est performant. Et l'enseignement, il va être complètement différent, l'évaluation va être complètement différente. Donc c'est très important. Et en fait, voilà, on devient ce qu'on nous dit. Et effectivement, il faut plutôt aborder les choses en termes de feedback, donc de retour qu'on peut faire aux enfants. Voilà, ils ont raté quelque chose, ils n'ont pas forcément tout raté, donc voilà, aborder toujours par le côté positif. Voilà, écoute, voilà, ça c'est bien que tu commences à améliorer ça, voilà, tu as réglé ce problème-là, maintenant voilà, on va essayer d'améliorer aussi telle chose. Voilà, essayer toujours d'orienter son discours de façon positive et bienveillante. Et voilà, on sait aussi en termes de psychologie que voilà, la personne est plus à même d'écouter les remarques négatives si déjà on a commencé par des choses positives. D'accord ? Qu'on commence par dire non, toi tu es nul. Il y a déjà une barrière qui se met, l'estime de soi s'effondre et derrière, il est très difficile de pouvoir remédier à un éventuel problème. Donc voilà, dans la vie de tous les jours, commencer par dire ce qui est bien, parce qu'il y a forcément des choses de bien qu'on arrive à faire, au moins partiellement, et après d'orienter sur, voilà, donc ça c'est vu en formation EPS, voilà, donc après à chacun de s'en servir et de l'appliquer, c'est vu même en formation CrossFit, en termes de coaching, vraiment toujours avoir l'œil sur le positif et après donner l'axe d'amélioration. De toute façon, là, c'est vrai que la thématique tourne autour des cours de PS et des profs de PS et des mauvais souvenirs et des idées qu'on peut du coup en avoir tirées. Donc déjà, ça c'est super important. Le cursus d'un prof de PS aborde la psy, aborde voilà, tous ces aspects-là qui ne sont pas purement physiques et qui sont essentiels dans la pédagogie, tout simplement, et l'accompagnement de l'enfant, de l'adolescent. Ça, c'est peut-être des choses dont on n'a pas conscience en tant qu'élève et en tant que parent ensuite d'élèves. Mais voilà, les profs de PS, ça fait partie de leur cursus et c'est très très important. Et là, je pense qu'on touche de toute façon à un problème beaucoup plus global de communication, de culture, où voilà, on sait que le sexisme, il y a énormément de travail au sein de l'intégralité de la société à faire. Et pas qu'au niveau des cours de PS. Et peut-être aussi, ça c'est plus pour le côté dévalorisant, mais qu'au sein du système éducatif, c'est une histoire de personnes et que malheureusement, il y a encore beaucoup de profs, toutes matières confondues, qui ont un petit peu ce système de, encore une fois, toi t'es nul, donc t'es nul, et toi t'es bon, et donc je vais t'aider à devenir encore meilleur. Mais ça pourrait justement changer en abordant ces sujets-là à l'école. Tout simplement. Ouais. Éduquer l'enfant sur la façon de communiquer, la communication bienveillante, et pas seulement attendre que le gars fasse des études en psychologie, etc. Et encore en EPS, on va dire qu'on est chanceux d'avoir cette formation et qui n'est pas faite pour… il n'y a qu'en STAPS qu'on trouve ça, en tout cas pour ceux qui se destinent à être enseignants d'EPS. Les autres enseignants des autres matières, malheureusement, à part enseigner et apprendre leur matière, ils ne voient absolument pas de pédagogie, sauf l'année où ils vont passer le concours, où là ils sont voilà, vraiment en préparation, mais toutes les autres années, ils ne voient pas du tout de la psychologie ou de la sociologie ou des choses comme ça, ou de la pédagogie. Alors qu'en STAPS, moi, dès la première année de STAPS, effectivement, on abordait ces thématiques, ces sujets. Et puis après, en plus, on avait bien évidemment des stages à faire dans les écoles et autres.
Et voilà. Et du coup, les enfants, on a eu contact avec ces enfants et voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et on n'a pas attendu d'avoir notre concours et qu'on nous donne des classes pour s'en rendre compte. On passe à la 3e. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, le système d'évaluation n'est pas juste. Ça aussi, c'est pas mal revenu. Alors justement, je vais vous lire un des commentaires que j'ai reçus donc sur un système d'évaluation qui ne permet pas forcément d'inclure tout le monde. Et justement, j'ai BO On qui nous dit « L'EPS ne permet pas d'inclure tout le monde. Par exemple, saut en hauteur, lancer de javelot. Ne pas réussir dans ces sports ne veut pas dire être nul en sport. Or, les notes disent le contraire. Je trouve ça très décourageant et malheureusement, ça dégoûte énormément d'enfants du sport. » Est-ce que tu peux nous parler justement de cette évaluation qui a peut-être évolué avec le temps aussi? Alors l'évaluation, je pense qu'elle a énormément évolué. Après, je ne sais pas effectivement sur quelle période elle a pu vivre de l'EPS, que ce soit au collège ou au lycée, mais le système a quand même vocation à évoluer. Heureusement, les programmes changent, la formation change, etc. En tout cas, ce que je vais faire deux différences un petit peu entre le collège et le lycée. Au collège, on est assez libre de proposer les évaluations que l'on veut, donc sur les activités pour nos élèves, en respectant simplement un ratio à ne pas dépasser pour que le système soit juste et justement qu'on ne fasse pas qu'une note à la performance, d'accord ? Sur une note de 20 points, on n'est pas censé accorder plus de 8 points sur le côté performance, d'accord ? Donc il y a des profs qui peuvent très bien mettre que 2-3 points, 4 points sur la performance, mais en tout cas on peut aller que jusqu'à 8 points. C'est-à-dire que les 12 autres points doivent être sur d'autres critères, notamment le progrès, l'investissement, la maîtrise de certaines notions et certaines compétences. C'est-à-dire que même un élève qui ne serait pas performant, d'accord, sur une activité, si on prend le saut en hauteur, bah voilà, il va peut-être pas sauter 1,50 m comme son camarade, etc. Mais s'il a bien travaillé, s'il a fait l'effort s'il a maîtrisé sa course d'élan, son impulsion, etc., bah même si effectivement il n'a pas les ressources nécessaires pour être très performant, il peut au moins, même si jamais on va dire qu'il aurait 0 en performance, et ben il aurait au moins déjà 12 sur 20. Et mettre 0 à quelqu'un en performance, moi, ça ne m'est jamais arrivé parce que forcément, s'il saute, il saute. Il va décoller, il va passer une barre, d'accord, quelle que soit la hauteur de la barre. Donc forcément, il va avoir des points de performance. Donc voilà, l'élève le moins performant devrait dans tous les cas avoir au moins 12 s'il respecte effectivement tous les autres critères de notation. Donc ça, c'est important. Alors, je voulais faire la différence avec le lycée parce que justement au lycée, le prof est moins libre de ses évaluations. Les évaluations sont nationales, donc voilà, on a une fiche avec des critères bien précis et le nombre de points accordés pour chacun des critères. Et effectivement, la part est un peu plus importante sur la performance au lycée. Donc effectivement, sur certaines activités, bah, ça peut être moins bon. Pour quelqu'un qui n'est pas suffisamment performant, eh ben, il peut effectivement se retrouver avec des notes qui ne soient pas très, très bonnes, peut-être en dessous de la moyenne. Moi au collège, en toute honnêteté, je mets rarement en dessous de la moyenne. C'est même, enfin voilà, comme je dis, si tu t'investis, si tu travailles, machin, tu auras forcément la moyenne. Parce que en dessous de la moyenne, dans tous les cas, en termes de motivation, enfin, comme je te disais, tu mets 6 à un élève à un trimestre, tu peux être sûr que le trimestre derrière, tu l'as perdu, il ne t'écoutera même plus. Donc il faut être prudent avec cette note. Même si, voilà, faut savoir aussi que le prof de PS a horreur de noter. Moi, quand je fais des stages, etc., à chaque fois qu'on aborde le sujet de l'évaluation, c'est toujours un calvaire parce que voilà, on doit mettre une note parce que ça fait partie des choses qu'il faut faire pour mettre dans un bulletin, etc. Mais sincèrement, si on pouvait se passer des notes, je pense que ce serait bien plus profitable, en tout cas pour un certain nombre d'élèves. Il y a des élèves, et notamment ceux qui sont dans la performance, ceux qui sont un peu compétiteurs, etc., forcément, la note, c'est un facteur de motivation. Pour eux, c'est très, très profitable. Et pour ceux qui sont en perdition, qui sont un peu bloqués avec le sport, bah, c'est sûr que c'est quelque chose qu'ils vont mal vivre. Ouais. Voilà. D'où après, les dispenses, les ceci, les cela, les excuses pour ne pas faire. Monsieur, j'ai mal là, monsieur, j'ai mes règles, monsieur, j'ai pas ma tenue, voilà. Encore une fois, je pense que là, ça touche à un système d'évaluation global qui va même au-delà du sport. Voilà, moi, j'ai mon opinion là-dessus. Ça pourra faire office d'un autre, peut-être un podcast, quelque chose d'autre si vous voulez qu'on en discute. Mais c'est vrai que évaluer les gens selon d'une manière ou d'une autre, selon un certain critère et créer une hiérarchie, ça n'est encourageant que pour les meilleurs. Et finalement, ça tire difficilement les autres vers le haut, au contraire. Mais bon, ça n'est pas vraiment du ressort des prof de PS pour le coup. Et par contre,
Et ça, c'est peut-être aussi une grosse différence. C'est vrai que moi, j'ai reçu pas mal de témoignages de personnes qui s'étaient mangées de très mauvaises notes parce qu'elles n'avaient pas la capacité à faire un handstand ou à faire une sortie de poutre en salto et qui avaient eu 0 parce qu'elles ne savaient pas faire la roue. Et ça, c'est certainement, enfin, de ce que tu viens de dire, des choses qui ont complètement changé Oui, ça a pas mal changé, même en termes d'activité. L'offre des activités a beaucoup évolué. Effectivement, avant, on restait sur les grands basiques, la gym, l'athlé, etc. Et effectivement, c'est des activités qui sont extrêmement codifiées. Donc si on prend la gym et qu'effectivement le prof se cale sur le référentiel de gym, bah, il a tout perdu parce que effectivement c'est quelque chose de très difficile. Hein. Ceux qui font de la gym en club le savent que même réussir on va dire un mouvement de gym, t'accordes pas forcément une bonne note. On le voit quand on voit de la gym à la télé, c'est jusqu'à l'orientation des orteils, la posture, etc. Donc effectivement, c'est extrêmement difficile. Mais si on a des critères, on va dire, par exemple, si je fais de la gym, le renversement, il y a plusieurs façons de se renverser, complètement, bien sûr, avec les pieds au mur, par exemple, mais on peut faire des renversements partiels, etc. Et c'est déjà beaucoup. Parce qu'effectivement, on est des terriens, donc on a l'habitude d'avoir les pieds en bas et la tête en haut. Si on commence à faire renverser les gens, pour ceux qui n'ont pas vécu ça en étant petits, les jeux avec leurs parents, de renversement, etc., forcément, tous les repères changent, etc. Et c'est extrêmement difficile. Donc déjà, rien que quelqu'un qui ne savait pas du tout se renverser, qui commence déjà à se renverser. Et un renversement, ça commence par l'horizontalité. Et après, on peut augmenter de plus en plus le renversement. Donc il y a plein d'étapes qu'on peut déjà valider. Et il faut voir aussi d'où la personne part. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui arrive, qui sait déjà faire le renversement, à moins on le note à la première séance, mais il n'y a pas d'intérêt. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir lui apporter? Peut-être essayer, comme on le fait en crossfit, de marcher peut-être sur les mains. Alors, on sort un petit peu de la case gymnastique, mais on reste quand même dans de la gym et il faut essayer de leur fournir du marcher sur les mains. Et puis si on sait marcher sur les mains, marcher avec, comme on fait aussi en crossfit, monter, descendre, créer un petit parcours, etc. Essayer de les challenger, ça leur permet aussi de progresser. Les meilleurs peuvent aussi progresser même en EPS, justement en essayant de tout simplement s'adapter. Et c'est le métier d'un prof d'EPS. On doit traiter une activité, pas en la copiant sur ce qui se fait on va dire, dans le domaine fédéral en club. Il faut l'adapter à de l'EPS, c'est-à-dire à des personnes qui n'ont pas choisi forcément d'être là, qui n'ont pas forcément un vécu. Des fois, il y en a, malheureusement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui passent leur temps assis dans un canapé et à manger, à jouer à des jeux vidéo, etc. Donc, s'ils n'ont pas de vécu extérieur, etc., il faut leur offrir quelque chose sur lequel ils peuvent être en mouvement et progresser par rapport à ce qu'ils savent faire. Et essayer de valoriser aussi, bien sûr, leur réussite, aussi petite soit-elle. C'est passionnant et c'est super intéressant du coup d'avoir cet échange avec toi parce que je pense qu'il y a du coup beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout vécu ça et peut-être encore une fois qui s'imaginent que c'est la même chose pour leurs enfants. Donc voilà, il y a d'autres manières de noter que celles qu'on a pu subir et puis surtout la base de l'EPS c'est de faire découvrir le mouvement et de donner l'opportunité de découvrir des sports à des enfants, à des adolescents qui n'ont pas forcément l'opportunité de le faire en dehors, et puis de bouger au sein d'un système éducatif qui est ultra sédentaire en plus. Oui. Bon, on s'éloigne, peut-être qu'on en gardera sous le coude parce que sinon la vidéo va durer 1 heure, mais justement, je vous proposerai quelque chose après. Pour l'instant, il reste une dernière thématique. Vas-y, c'est parti. Elle me fait sourire celle-ci parce que... Alors, les disciplines ne donnent pas envie d'aimer le sport. Voilà, donc moi je fais typiquement partie des personnes qui ont détesté les cours d'EPS parce que majoritairement parce que les cours proposés ne me convenaient pas du tout. Ça, il y a aussi pas mal de personnes qui ont répondu. Je vais lire juste un petit témoignage qui regroupe, moi qui m'a beaucoup parlé parce que c'est ce pourquoi maintenant je milite quasiment. Cécile, ma belle Cécile, qui nous dit « Aucune notion de plaisir ou de bienfait pour le corps et l'esprit, il y avait le programme point barre ». Et alors ça, parce que ça me touche personnellement, parce que c'est ce qui m'a fait détester le sport, parce que courir après un ballon, et en plus en sport collectif, avec lesquels j'avais 0 affinité, ou devoir faire des performances sur lesquelles j'étais notée et je ne savais pas pourquoi, ça m'a complètement dégoûtée du sport. C'est en ayant pris conscience finalement de tous ces bienfaits pour la santé, pour le mental, pour tout, parce que le mouvement c'est la vie, que je suis tombée amoureuse du sport. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Alors pour ma défense, en termes de discipline, donc d'activité proposée en EPS, le professeur est à la fois libre et contraint. En fait, dans les programmes, il n'y a pas de notion d'activité imposée.
C'est-à-dire qu'on ne dit pas, bah, tiens, en 6e, tu dois faire du ping-pong ou en 5e, du foot. Voilà. Ce n'est pas en termes d'activité, c'est en termes de compétences. D'accord ? Et les compétences peuvent être travaillées après, selon le prof, ben, voilà, il fait ses choix d'activité en fonction des compétences. Donc il y a les compétences, par exemple, je ne sais pas moi, de collaboration, d'entraide, etc. Forcément, ça va amener plus vers les sports collectifs. Mais après, le prof est libre de choisir ce qu'il veut faire en sport collectif. D'accord ? Alors, il est libre et du coup contraint par lui, ce qu'il a sous la main en termes de matériel. Est-ce qu'il a un gymnase? Est-ce qu'il a un terrain extérieur? Et lui, après, effectivement, il est contraint par rapport à ses installations et la possession de tel ou tel matériel et l'éventuel aussi budget qu'il a pour acheter un autre matériel, etc. J'ai une question là-dessus d'ailleurs. Dans les écoles, collèges, lycées publics, le budget est le même. Enfin, comment c'est défini ça en fait? Est-ce qu'il y a des grosses différences? Le budget, c'est donc les collèges, ils sont régis par les départements, d'accord, et les lycées par les régions. Et donc les départements ont un budget effectivement pour les établissements, notamment par rapport, voilà, il y a un budget d'enseignement. Alors j'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas voilà, il y a un budget par élève. Donc effectivement, bah, moi dans mon collège j'ai à peu près 600 élèves, d'accord. Donc eh ben voilà, ils vont donner 600 fois telle somme pour l'enseignement. Avant, il y avait une somme précise pour le sport. Ça a été à une époque 12 € par élève. Après, ça a diminué. Et maintenant, c'est, on va dire, un peu à la liberté. Voilà, en tout cas, le chef d'établissement peut moduler ça sur les différentes activités, enfin sur les différentes matières. D'accord ? Mais ce qui fait qu'on se retrouve avec des budgets mais ridicules. C'est-à-dire que moi, par exemple, établissement de 600 élèves, d'accord, imaginez si je faisais 600 x 12, on dépasse les 7 000 € annuels. Après, ça a diminué un petit peu, mais on était encore dans les 5 000 – 6 000 €. D'accord ? Aujourd'hui, par année, j'ai 950 €. 950 € pour 600 élèves. Donc, vous voyez, ça fait très très peu, sachant que le matériel de sport coûte cher. Je pense que tout le monde est déjà allé dans un magasin s'acheter un peu de matériel, etc. Et un ballon, ça coûte cher. D'accord, une raquette, ça coûte cher, des volants, ça coûte cher, des chasubles, ça coûte cher, des coupelles, ça coûte cher. Voilà, il faut penser à tout le petit matériel. Ça coûte toujours de l'argent. Et effectivement, avec 950 €, bah, il faut faire des choix. On ne peut pas remplacer le matériel tous les ans. C'est pour ça que des fois, on est très, on va dire, un peu dur avec les élèves en termes de… Faites attention. Faites attention. Et moi, je leur dis clairement, je leur donne les chiffres. Je dis, vous voyez la raquette de badminton qui est fragile, donc si vous tapez par terre ou vous jouez à l'épée avec, bah, la raquette, elle coûte 15 €. Si vous la cassez, je ne pourrai pas en racheter. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir une raquette chacun, on passera peut-être à une raquette pour deux. Donc il faudra qu'on tourne, etc. Donc j'essaye en tout cas de leur faire prendre conscience de ça, tout comme le prix d'un volant. Donc les choix se font et par rapport à des compétences. Donc là, les compétences, elles sont, on va dire, régies par les textes officiels. Voilà. D'accord. Et après, le prof, il fait ses choix d'activité. Et on le fait, bien sûr, pas sur juste un an. On le fait sur, moi, de la 6e à la 3e. On essaye selon les compétences. Hein, donc là, on est par cycle. Voilà, donc la 6e, puis après la 5e, 4e, 3e. D'accord ? Et donc là, on a des compétences différentes à gérer. Les compétences commencent bien sûr dès la primaire, hein, voilà, et qui se poursuivent après au collège. Et en fonction de ça, bah, on va choisir les activités qu'on va répartir sur les 4 années du collège. Et voilà, et après, on est libre. Hein. Je vous dis, moi, à un moment donné, quand on était arrivé, je me rappelle, j'étais arrivé au collège, il y avait du foot. Et en fin de compte, on s'était rendu compte que le foot, malheureusement, bah, il y avait justement un côté très, très difficile, notamment pour les filles. Parce que les garçons, même un garçon qui n'est pas sportif, qui n'est même pas footballeur, il a eu l'occasion dans sa vie d'enfant à l'école de jouer quand même au foot un peu avec ses copains. Les filles, un petit peu moins. C'est culturel, les filles elles faisaient d'autres choses, d'accord. Et du coup, il y a une grosse différence de la maîtrise des membres inférieurs entre les garçons et les filles. Les garçons, voilà, ils se débrouillent toujours plus ou moins avec leurs pieds pour jouer avec une balle. Les filles, c'est un peu plus difficile. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des filles qui maîtrisent et des garçons qui ne maîtrisent pas, mais d'une manière générale, c'est comme ça. Et donc, les différences étaient très difficiles à gérer et en même temps, l'état d'esprit, malheureusement, qu'on retrouve dans le foot professionnel, etc., dans les supporters. Voilà, même un bon élève, bien éduqué, machin, il a toujours tendance un peu à se transformer lorsqu'il faisait foot, à l'inverse de quand on fait rugby. Voilà. Et du coup, on était plus passé sur le rugby. Pourquoi ? Parce que même si du coup, il y avait un rapport de force un peu plus important, alors il suffisait juste de gérer des fois la mixité ou les gabarits des élèves, mais en attendant, les filles, elles étaient plus à même de attraper un ballon avec leurs bras et courir avec. Il y avait beaucoup moins de techniques précises comme c'était avec les pieds. Et du coup, voilà, ça a permis de plus équilibrer les choses. Et puis maintenant, on a ouvert bien sûr sur d'autres pratiques, le volley, le basket, le handball. On fait même de l'ultimate, hein, donc avec les frisbees, etc. Où là, il y a zéro contact. Donc là, il n'y a plus aucune différence garçon-fille.
et puis ils partent quasiment niveau à peu près 0 chacun parce que l'ultimate, on n'en fait pas beaucoup dans les clubs en France. Hein. C'est un sport qui peut se pratiquer dans les pays anglo-saxons, mais en France pas trop. Donc voilà, on est quasiment tous débutants là-dedans, à part ceux qui ont joué un peu au frisbee sur la plage. Mais voilà, du coup, ça permet des fois de remettre un petit peu les choses à zéro et d'éviter les grosses différences entre le garçon footballeur, le garçon qui n'est pas footballeur mais qui est quand même meilleur que la fille non footballeur, et etc. Donc voilà, donc c'est des choix pédagogiques à faire, que ce soit pour les sports co, comme les sports individuels. Maintenant, on ouvre davantage. Moi, je ne suis pas danseur, je fais de la danse avec mes élèves. Ça, c'est génial, ça. Et voilà, la danse, c'est pareil. Même les anti-danses, les garçons un petit peu machos, on dit « Oh, je ne suis pas une fille, machin ». Ah bah écoute mec, moi aussi je suis pas une fille et c'est moi qui vais danser en premier, d'accord. Et voilà, on aborde l'activité sur voilà, je fais, hop vous faites, après voilà, donc on passe par les différents statuts, voilà, je suis danseur, je suis chorégraphe, je suis spectateur et on essaie de travailler sur toutes ces choses-là. Et puis voilà, il y a encore la natation bien sûr, il y a plein de choses. Maintenant, au lieu de courir simplement, faire de l'endurance, on fait des biathlons, on fait de la course et soit du tir. Alors on ne fait pas de tir si on n'a pas le matériel, mais on peut faire du lancer. Donc on allie de la course et du lancer. Les activités évoluent ces différences qu'on peut avoir avec les gars, les filles, on essaye bien évidemment de les amoindrir, d'accord, de les lisser au maximum pour que déjà ça puisse fonctionner. Et puis après, il ne faut pas hésiter. Moi, je suis le premier à des fois séparer. C'est-à-dire que, ok, on va faire un match de filles. Les filles contre les filles, plutôt que des fois de faire un match mixte en disant bah ouais, c'est des classes mixtes, on est mixte, donc on va imposer toujours. Des fois, le mix c'est bien, des fois c'est pas bien. Donc parfois les filles elles adorent jouer entre elles parce qu'elles ont beaucoup plus de moments où elles peuvent s'exprimer, beaucoup plus de moments où elles vont pouvoir échanger. C'est vrai que les garçons il suffit qu'ils soient un petit peu meilleurs et puis qu'ils aient dans leur petite tête se dire c'est une fille donc elle est forcément moins forte donc il va forcément peut-être lui faire moins de passes, voire pas de passes du tout. Et là du coup ça crée de la frustration, des gens qui abandonnent, etc. Alors que quand des fois on met des filles entre filles, elles vont être contentes d'être entre elles, de pouvoir davantage jouer, davantage échanger. Les filles elles sont quand même moins personnelles. D'accord, même dans un sport collectif, le garçon il va toujours vouloir faire sa petite performance personnelle, de jouer un peu perso, etc. Ce qui se retrouve beaucoup moins chez les filles. Les filles elles sont beaucoup plus dans la coopération et à la limite même des fois il faut leur dire la cible elle est là-bas, il faut attaquer la cible et essayer de marquer un but. Et sinon elles vont être là, elles vont kiffer mais à se faire des passes, à bouger, etc. Et des fois il faut leur dire voilà on n'est pas là pour non plus faire des passes. L'objectif du jeu ça reste quand même d'aller marquer des points. On a fait une petite interruption le temps que Doudi nous rejoigne. Donc je disais oui, cette notion ce genrisme qui est encore très très présent dans notre culture et ça il y aurait beaucoup de choses aussi à dire mais ça n'est pas l'optique de cette vidéo. Là déjà merci Manu d'avoir apporté tes lumières à tous ces sujets un petit peu sensibles et qu'on peut parfois sans le vouloir transmettre aussi aux générations, aux plus jeunes générations et qui peuvent du coup les impacter dans leur vision du sport. Justement maintenant on va passer à des choses un petit peu plus positives sur le sport. Mais avant ça, très important, recontextualiser un petit peu, remettre à sa place l'importance du mouvement au sein des plus jeunes générations. Des plus jeunes. C'est vrai qu'on oublie souvent que effectivement, l'être humain, il est biologiquement fait pour bouger. D'accord ? On n'est pas fait pour être assis dans un camion à conduire ou être assis à un bureau toute sa journée à rien. Enfin, je ne vais pas dire à rien faire parce qu'il y a une activité professionnelle derrière pour beaucoup. Mais en tout cas, voilà, le corps est fait pour bouger. Donc, effectivement, il faut trouver ce moment quotidien, idéalement quotidien, pour bouger. Avoir ce temps où votre corps va pouvoir bouger, être en mouvement, etc. Et effectivement, avec les générations d'aujourd'hui, on se rend compte que, on va peut-être changer on va dire plusieurs dizaines d'années où l'espérance de vie a fait qu'augmenter. On arrive là sur une génération où on estime que l'espérance de vie va avoir tendance à diminuer avec l'apparition de maladies chroniques qui vont être à terme effectivement un facteur de diminution de l'espérance de vie. Voilà, on peut penser au diabète de type 2 tout simplement qui est dû lui au surpoids et à l'obésité. Voilà, et on se rend compte que ce sont des maladies qui apparaissent maintenant dès l'adolescence, dès 12, 15, 16 ans, alors que, on va dire, dans le passé, c'était des maladies, en tout cas le diabète de type 2, qui apparaissait plutôt vers une quarantaine d'années, etc. D'accord ? Donc on voit que c'est lié bien sûr à l'alimentation, mais aussi par le manque d'inactivité. Enfin voilà, il y a des études qui ont bien dit que voilà, en 50 ans, nos jeunes de 7 à 18 ans, ils ont perdu en grosso modo 25% de leur capacité physique, ce qui est énorme. Voilà, ça veut dire qu'avant, même sur les barèmes, des fois je le dis à mes élèves, des fois on peut être amené à ressortir des barèmes que moi j'ai eu il y a longtemps.
Et en fait, si je les applique aujourd'hui, je me rends compte que les notes, en termes de performance, en tout cas, ce sera moins bon. Si on prend des barèmes très structurés comme la course de fond ou la course de vitesse, on voit qu'à part quelques élèves qui, dans tous les cas, il restera toujours des bons élèves très performants et ça ne bouge pas. Mais si on prend le global, on se rend compte que ça a tendance à se décaler vers du moins bien. Et c'est effectivement dû notamment à l'inactivité. Hein. Comme je t'en ai parlé la semaine dernière, moi j'ai fait ma petite étude à ma petite échelle de prof au collège, mais de faire sortir les téléphones de mes élèves, d'aller regarder leur temps d'écran. Alors c'est eux qui m'ont dit, j'aurais juste dit on va faire une petite étude entre nous, faites-moi voir votre temps d'écran sur vos téléphones. Et effectivement on se rend compte que, alors j'ai regardé principalement les chiffres les plus importants, c'était les jours où il n'y a pas d'école heureusement, mais des jours où il n'y a pas d'école, il y en a qui passent jusqu'à 12 heures sur leur téléphone. 12 heures, c'est-à-dire que la moitié de la journée sur leur téléphone. J'ai fait la même chose avec les jeux vidéo. Pour certains garçons qui ont accès, on va dire, à leur temps de jeu, etc. J'ai eu un élève qui a eu le record, je ne le citerai pas, mais voilà. Sur l'année passée, donc sur 2021, il a passé 1546 heures sur un seul jeu, sur Fortnite. D'accord ? Et sachant qu'il m'a dit il y a d'autres jeux sur lesquels il passe aussi du temps. Et c'est aussi sans compter le temps sur Netflix parce qu'il regarde aussi des séries. Voilà, mais 1546 heures, ça fait plus de 2 mois. 2 mois, H24, à passer sur sa console. D'accord ? Ça fait en gros, grosso modo sur une année 4 heures de jeu par jour. Et encore, je vous dis, c'était que sur un seul jeu. Donc, il faudra rajouter à ça tous les autres jeux et son temps. Et les réseaux sociaux. Et voilà, sur des réseaux sociaux, sur les séries, sur Netflix, etc. etc. Donc, c'est énorme. Et j'ai lu encore ce matin, effectivement, que entre la période du premier confinement et l'après-confinement qu'on a eu, les jeunes, donc entre 7 et 18 ans, ont augmenté leur temps d'activité sédentaire, donc les jeux vidéo, la télé, les machins, etc. Ça a augmenté de 50%. Ouais, c'est énorme. Alors après, c'est un peu logique parce qu'on a été pendant longtemps enfermés, et moi le premier, j'ai passé un peu plus de temps que d'habitude sur les écrans. Mais là, c'est énorme. Et en fait, le changement, c'est-à-dire abandonner ça pour repasser à du mouvement, déjà qu'il était déjà en diminution, c'est extrêmement difficile. Et on le voit même sur des adultes, même à la salle. Il y a des gens qui étaient très assidus à la salle avant le confinement. Ils ont décroché avec le confinement. Et maintenant, j'en ai recroisé certains, j'en ai reparlé avec certains. Ils ont du mal à s'y remettre. Parce qu'il y a eu une coupure. Ils avaient beau être assidus, voilà. Et il faudrait qu'ils reprennent cette habitude et que ça revienne, on va dire, dans leur activité quotidienne, comme manger, dormir et se laver les dents, quoi. Voilà. Donc c'est extrêmement dommageable. Après, il y a eu toutes les restrictions sanitaires, on le sait également. Maintenant, même pour les jeunes, pour aller dans un club, il leur faut un pass sanitaire. Donc forcément, pour des jeunes qui ne sont pas vaccinés, qui sont peut-être contre ça ou les parents contre le vaccin, il y en a, ils n'ont pas repris de sport, à part en EPS. Ouais, je pense que vraiment la moralité de cet échange-là, et pour moi la première, c'est une grosse prise de conscience faut pas abandonner l'EPS parce qu'on a des idées qui sont soit générées par des choses qu'on a vécues ou des idées préconçues et qui sont parfois justifiées, parce que des mauvais profs, il y en a plein, il y en a partout, mais c'est pas l'EPS, c'est pas l'activité physique qui est responsable de ça. Et elle, par contre, elle est responsable de notre santé, de notre bien-être physique, mental, de la bonne santé des enfants tout au long de leur vie. Donc ça veut dire que des cours d'EPS vont peut-être permettre à des enfants d'aujourd'hui de devenir des adultes en bonne santé de demain. Oui, qui transmettront à leurs propres enfants cette envie, ce plaisir du mouvement et du coup derrière qui entraînera aussi une meilleure santé. Et à chaque fois, ça a des répercussions sur son entourage et sur ses enfants et les adultes de demain. Et voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a eu un échec, peut-être dans la scolarité, etc., dans l'EPS, qu'il faut se dire, ça y est, c'est pas pour moi, ce sera jamais pour moi. À tout âge, on peut s'y mettre. Toi, tu as eu une mauvaise expérience aussi pendant ta jeunesse et ton adolescence. Et puis, je crois que c'est passé 20 ans où vraiment tu t'y es mise, que tu as pris goût et que tu en as fait ta vie et ton métier, ta passion. Voilà, moi c'était l'inverse. Moi dès très jeune j'aimais le sport, donc moi ça a été une continuité, une évidence. Mais voilà, autour de moi je vois aussi des jeunes qui étaient comme toi et qui n'aimaient pas l'EPS
Il y en a une que tu connais qui est là, Maëva. Précision très importante, Manu, et comme beaucoup de box de CrossFit, ouvre le CrossFit non pas seulement aux adultes, mais aussi aux adolescents et même aux tout petits bouts de chou. Et justement, tu as un super exemple, vas-y. Bah ouais, d'élèves qui étaient vraiment, on va dire, réfractaires au sport, etc. Et qui avaient toujours 1000 excuses pour ne pas pratiquer, des fois avec l'appui même du médecin qui faisait des dispenses un peu, comme il voulait. Alors les dispenses, déjà de façon, on va dire, là tout le monde peut le savoir, mais les dispenses, ça ne veut pas dire que tu ne feras pas. Surtout aujourd'hui, avant, tu avais une dispense, tu ne faisais pas. Maintenant, c'est bien précisé dans les textes que les enfants dispensés doivent participer au cours. Alors, même s'ils ne participent pas d'ailleurs physiquement, mais ils devraient être présents et on leur donnera des tâches autres que forcément la pratique physique. Mais en tout cas, ils vont participer à ce moment, quand même qu'un moment de convivialité, de partage et de plaisir normalement. D'accord ? Donc dans tous les cas, il doit participer d'une façon ou d'une autre. Et aussi, même s'il est blessé, on peut toujours, et on le sait aussi en CrossFit, que tu es blessé à la cheville, tu peux travailler d'autres choses. Tu es blessé au bras, tu peux travailler autre chose, etc. Tu ne peux pas courir, c'est pas grave, tu vas marcher. Bon, en demi-fond, il y a plein d'élèves qui… Enfin plein, non je ne vais pas non plus mentir, mais il y a quelques élèves qui ne courent pas parce qu'ils ont un problème de genou. On connaît les problèmes des maladies chroniques de croissance, etc. Donc c'est pas grave, mais plutôt que de rester assis ou de ne pas venir, les impliquer. Tu vas venir, tu vas marcher, tu vas prendre des chronos, tu vas faire ceci. Des fois, des élèves qui sont en surpoids, pour qui c'est dommageable de courir parce que forcément les articulations vont souffrir à cause des chocs répétés, c'est pas grave, tu vas le faire la même chose que tes camarades avec un barème adapté à la marche. Et voilà, par contre, alors ça ne va pas être de la marche de balade, etc. Il va falloir quand même à un moment donné mettre du rythme, mais du coup c'est profitable pour eux et c'est pratiqué de façon adaptée. Et ça c'est super important. Et voilà, donc même quand on a eu un mauvais vécu, peut-être même une vingtaine d'années avec un blocage avec le sport, etc., il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Après, ce qu'il faut, et effectivement le plaisir est la première source de motivation, il faut juste trouver ce qui nous plaît. D'accord ? Pour certains, ce sera le crossfit, pour d'autres, ce sera de la danse, de la natation, n'importe quelle activité qui vous mettra en mouvement. Même le golf, on va au golf, on va marcher, on va frapper, on va avoir un truc ludique qui va nous motiver à se lever le matin et d'avoir quelque chose à faire. Et voilà, il y a le yoga, il y a plein d'activités plus ou moins intenses, mais ce qu'il faut effectivement, c'est garder cette notion de je me mets en mouvement pour mes muscles, pour mes articulations, pour mon cœur, pour ma tête aussi, parce que ça fait du bien de bouger pour son cerveau. Le cerveau, il se construit aussi autour du mouvement. Empêcher demain un enfant en croissance de bouger, forcément, il va avoir aussi des structurations mentales, etc., qui ne vont pas se faire. Voilà. Donc tout est important. On n'est pas qu'un esprit pour apprendre les maths, le français, l'histoire géo. On est aussi un corps avant tout qui est fait pour bouger. Et tout est lié. On le voit bien, les gens, on va dire, les plus performants à l'école, souvent ils sont aussi performants en EPS. Les fameux intellos, ça n'existe pas. Un gamin qui est juste intello, intellectuel et pas physique, ça n'existe pas. Les meilleurs des meilleurs, on le sait, et on le voit bien dans la culture anglo-saxonne, les meilleurs étudiants, en général, ils sont aussi adhérents du club de sport, ils s'investissent dans le sport, alors sans forcément parler de haut niveau sportif, mais en tout cas, ils font du sport. Et ça fait partie intégrante de leur cursus et de leur développement. Mais oui, mais de toute façon, même très basiquement, au sein des processus cognitifs, le mouvement, le fait de bouger le corps est essentiel en fait. On voit les tout petits, quand ils apprennent la marche, tout ça est lié aussi à leur développement cérébral, etc. Et l'enfant qui ne va pas pouvoir, on va dire, se développer normalement au niveau de la marche, pour X raisons, pour maladie, blessure, handicap, etc., il va y avoir des incidences complètes sur son cortex cérébral et il y aura des connexions qui vont moins bien se faire. Donc effectivement, il faut garder ce mouvement. On le voit sur les gens hospitalisés. Dès qu'on peut, il y a de la kiné, il y a du mouvement. Tant qu'on ne bouge pas, on nous met des injections pour éviter certaines maladies dues à l'immobilité. Donc on voit bien que le mouvement, il est vital. Et si on ne bouge pas, malheureusement, on est amené à mourir à petit feu d'une maladie dégénérative souvent. Et chronique du XXIe siècle, n'est-ce pas ? Dont la première est pour beaucoup le surpoids, le diabète. Dont la sédentarité est un des facteurs majeurs. Exactement. Bon, je pense qu'on a bien abordé le sujet. Alors,
Moi, ce que je vous propose, si ça vous intéresse déjà, c'est de venir échanger avec nous dans les commentaires. Moi, c'est hyper important pour moi d'avoir, et pour Manu, d'avoir vos retours sur ce qu'on vient de partager. On est vraiment sur un sujet très vaste. Et justement, en fonction de ça, si ça vous intéresse, on peut prolonger la discussion en podcast, où là, on pourra peut-être creuser des sujets de fond, des sujets très importants de manière un petit peu plus approfondie. Donc, vous venez nous dire ça en commentaire. Et puis, surtout, si vous êtes dans le coin autour de Montesson, dans le 78, faites un saut à la boxe CrossFit Silver, donc la boxe de Manu, parce que c'est vraiment une approche, de toute façon, c'est la santé par le sport. Oui. C'est le slogan. Le CrossFit reste à nouveau un support en fait, parce que l'activité, moi, me plaît et je trouve que c'est vraiment un support incroyable. Qui se développe à l'échelle mondiale, voilà, pour ceux qui connaissent un peu le CrossFit, depuis plus d'une dizaine d'années. Et c'est vraiment ancré réellement dans la progression CrossFit, dans vraiment la philosophie CrossFit. C'est, voilà, tout le monde a sa chance. Que tu sois gros, maigre, jeune, vieux, malade, en bonne santé, handicapé. Vous avez dû voir plein de vidéos sur YouTube de gens sans jambes ou avec un bras en moins et qui font du CrossFit, qui s'éclatent et qui restent malgré tout en bonne santé, etc. avec leur pathologie. Et donc c'est super important effectivement d'avoir ça en tête. Et encore une fois, voilà, moi c'est du CrossFit que je propose, mais si c'est autre chose qui vous plaît, voilà. Mais en tout cas, effectivement, vous êtes tous les bienvenus à venir essayer une séance ici, donc n'hésitez pas à appeler le club pour réserver une séance d'essai. C'est gratuit, c'est sans engagement, mais au moins vous aurez vécu un moment, j'espère en tout cas agréable. Puis après, à vous de vous mettre en mouvement dans quelque chose qui vous plaira. Et de toute façon, je vous mets toutes les infos en description. Et puis du coup, peut-être qu'on s'y croisera avec Mademoiselle Doudi qui était un peu grognon sur la fin, donc il y a eu quelques petites interruptions, désolée. En tout cas, merci beaucoup Manu d'être passé, d'avoir accepté de passer au grill sur en plus des sujets qui n'étaient pas super faciles et pas vraiment sympas. On espère vraiment que la vidéo vous a plu. Et puis, on attend de lire vos commentaires. Dernière chose quand même, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Je ne comprends pas pourquoi. Doudi est très déçu. Ça va pas du tout. Bon, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, le mouvement, c'est la vie. Merci Manu. Merci Amandine. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.